À la une, le président de la République Alassane Ouattara est depuis hier à Abuja au Nigeria pour la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui va débuter aujourd'hui à 14 h. Nous irons à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la découverte des singes sacrés de Bouépleu. Et puis en Tunisie, les islamistes préoccupés par la situation au Caire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Abuja, au Nigeria, pour prendre part ce mercredi et demain, jeudi, à la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les enjeux de ce sommet avec Franck Quadio. Défis sécuritaires et développement de l'espace communautaire. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO, lors de sa reconduction à la tête de l'organisation sous-régionale en février 2013 à Yamoussoukro pour un second mandat d'1 an, en avait fait son cheval de bataille. C'était lors de la 42e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il avait été question du renforcement des institutions et du relèvement du niveau de la démocratie. Des sujets qui vont meubler la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO les mercredis 17 et jeudi 18 juillet à Abuja, au Nigeria. Nous avons des points importants à l'ordre du jour du sommet, le Mali, la Guinée-Bissau, le processus électoral également en Guinée, au Togo, les questions d'intégration, les questions de sécurité, y compris la sécurité maritime. Nous sommes bien sûr engagés, comme vous le savez, pour la sécurité dans notre sous-région, pour la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, le mémorandum de la commission de la CEDEAO sur l'augmentation de 9 à 15 du nombre de commissaires, l'intégration économique et les processus de retour à une vie constitutionnelle normale au Mali. Le Mali, surtout, où les échéances électorales et les appels à un scrutin apaisé seront passés au crible. 2 jours de débat donc sur des questions politiques, mais aussi une attention particulière à l'économie sous-régionale. Sur une population totale de plus de 210 millions d'habitants, environ 52%, soit 118 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté en Afrique de l'Ouest. Réduire la pauvreté d'ici à 2015, la question sera aussi explorée lors des travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le corps de l'otage français Philippe Verdon, formellement identifié. Les autorités françaises confirment la mauvaise nouvelle. En novembre 2011, Philippe Verdon avait été enlevé dans un hôtel du Nord Mali en compagnie d'un autre Français, Serge Lazaraouich. Les 2 hommes tombent entre les mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En mars dernier, AQMI annonçait l'exécution de Philippe Verdon. Son corps a été découvert début juillet au nord du Mali. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre sur les circonstances de sa mort. Sa dépouille sera rapatriée ce mercredi, puis autopsiée. L'Académie des sciences, des cultures d'Afrique et de la diaspora africaine contribue désormais à la connaissance universelle. La SCAD vient d'être admise dans l'Assemblée de l'Union académique internationale, UAI, une union vieille de près de 100 ans et qui compte plus de 80 académies membres. Thomas Guessambi. Les immortels de Côte d'Ivoire, désormais reconnus aussi immortels au-delà des frontières ivoiriennes. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et diaspora africaine, ASCAD de Côte d'Ivoire, vient d'être admise dans l'Assemblée de l'Union académique internationale UAI. L'événement a eu lieu à Mayence, en Allemagne, au cours de la 87e Assemblée générale de l'UAI. C'est avec beaucoup d'émotion que le professeur Kwaku Nguessan-François de l'ASCAD, témoin de ce bond qualitatif, partage la bonne nouvelle. C'est donc un sentiment vraiment de satisfaction et de fierté. Lorsqu'on intègre ce cercle d'académie internationale, il faut pouvoir aussi produire, d'une part, tenir son rang en tant qu'académie, dans la production scientifique, dans les échanges et aussi dans les résultats. L'UAI est une fédération de savants créée en 1919. Elle regroupe aujourd'hui plus de 80 académies qui mènent leurs travaux sur les sciences sociales, humaines et littéraires.
Pour que l'ASCAD en arrive là, elle a vu son mérite être reconnue par l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique, l'Académie slovaque des sciences, l'Institut de France et l'Académie des sciences de Lisbonne. Dans le domaine de la santé à présent, tenue d'un atelier de formation sur les textes normatifs en rapport avec l'enrichissement des aliments. C'est une initiative de la commission de l'UEMOA. Elle vise à renforcer les compétences des cadres des organismes nationaux au contrôle de la qualité des aliments. On reste avec Thomas Guessambi. Un ménage sur 3 en Côte d'Ivoire consomme l'huile sans moindre trace de vitamine A et 14% ne consomment pas de farine fortifiée. Un niveau pas suffisant. Une situation qui sévit aussi dans l'espace UEMOA. Face à cette situation inquiétante pour l'avenir des pays de l'espace, la commission de l'UEMOA et l'organisation Helen Keller International se donnent la main pour passer de la littérature à l'application effective des textes en matière de l'enrichissement des aliments. Il s'agit de contrôler, si vous voulez, l'intérieur du marché et d'avoir des systèmes d'inspection de contrôle qui non seulement ciblent les industries ici, qui finalement respectent les règles du jeu. Au cours de l'atelier sous-régional qui s'est ouvert sur la question ce 17 juillet à Abidjan, les autorités ivoiriennes ont lancé un appel aux industries concernées. Les industriels prennent conscience de ce que leur rôle dans le développement, c'est notamment de produire pour assurer la création de la valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée doit s'accompagner aussi de biens de bonne qualité qui vont apporter une valeur ajoutée aux populations dans leur bien-être. Les carences en vitamines et minéraux constituent un véritable problème de santé publique qui touche environ 50% des enfants et des femmes en âge de production, avec un risque élevé de mortalité maternelle et infantile. Adjamé et ses ordures, c'est presque une histoire d'amour. On les croyait définitivement disparues, mais elles sont de retour et la gestion des ordures ménagères reste un calvaire pour les habitants. Un tas d'ordures à ciel ouvert et pourtant un coffre-poubelle à seulement 10 mètres. La paresse, l'amour pour la saleté ou l'indiscipline tout simplement. En tout cas, les habitants d'Adjamé et les ordures, c'est une cohabitation quotidienne. Ça, c'est déchets toxiques. Tu vois, non? Et puis, comme on ne peut pas avancer avec ça, il n'y a pas de caniveau, on ne sait même pas où les ordures s'acquittent. Il faut que mairie voie si on peut vivre longtemps dans ça. Face à la situation, de nombreux jeunes s'organisent pour le nettoyage, une contribution à la propreté de la commune. Les poubelles, là, c'est moi qui m'équipe de ça. Chaque jour, ils rendent ça propre. Je mets les gens, ils travaillent la nuit, puis ils travaillent la journée. Selon la première autorité de la commune, la présence de toute cette ordure est due au désordre semé par la population. Les camions qui doivent enlever les ordures d'Adjamé doivent faire 3 levées par jour, le matin à 7 h, vers 13 h et le soir à 20 h. Mais il se trouve que les machines qui viennent soulever les bacs ne peuvent pas le faire sans blesser les gens ou sans toucher les voitures qui sont mal garées. Des solutions sont alors envisagées. Bientôt, nous allons dégager la voie à partir du carrefour du commissariat jusqu'à la mairie ici. Plus de stationnement de voitures, plus de commerçants sur le trottoir ni sur la voie du bus. Boulevard Nangui-Abrogwa, gare nord ou gare routière centrale, les ordures à Adjamé gagnent du terrain. Et si rien n'est fait, c'est la santé des 2 millions d'habitants et de visiteurs journaliers qui va en pâtir. Autre chose, je vous amène à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gbeplu, à la découverte de singes peu ordinaires. Ces primates sont comptés parmi les habitants de la localité et leur consommation est strictement interdite. Reportage signé Michel Mambo. Gbeplu, sur l'axe Mont-Danané dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'entrée de la ville, une scène peu ordinaire attire l'attention des touristes. Une bande de singes sortis de la forêt, acceptant volontiers du maïs offert par des passants. Ces primates vivent dans la forêt sacrée de Gbeplu depuis plusieurs décennies et partagent le quotidien des habitants. Ils sont même perçus comme des oracles et seuls les initiés peuvent décoder leurs prédictions. Quand il y a des cérémonies, ils sortent. Et souvent, quand il y a des mauvais esprits dans le village, les singes aussi ils annoncent qu'à
En tout cas, il y a un problème qui arrive dans le village. Il y a des cris et les anciens, ceux qui savent, ils disent que oui, il y a un problème, soit il y a un doyen qui doit mourir dans le village. Les singes de la forêt de Gbépleu, interdits du toucher sous peine de s'attirer un malheur. Ils sont là, ils sortent, les gens leur donnent à manger, tout, mais on ne leur fait rien. Et pendant la crise même, il y a un combattant qui a tué un pour manger. Et après lui aussi, vraiment, c'est pas, mais il est mort par la suite. La légende raconte que dans la forêt de Gbépleu aurait été enterrée Manlo, la fille d'un roi, en guise de sacrifice pour la prospérité de la ville de Man. Les singes de la forêt sacrée seraient-ils les gardiens de son âme? La question reste posée. Nouveau gouvernement de 30 membres formé en Égypte. Si c'est un soulagement pour le milieu des affaires, cette nouvelle met en colère les frères musulmans. Une situation au Caire qui préoccupe les islamistes tunisiens. Une formation de l'opposition a vu ses partisans descendre dans la rue le week-end dernier pour dénoncer la confiscation d'un processus démocratique et donc réclamer une dissolution des frères musulmans tunisiens. Pris de court par le double renversement populaire et militaire du pouvoir issu des frères musulmans en Égypte, le mouvement islamiste Al-Nahda, au pouvoir à Tunis, a désormais les yeux braqués sur le Caire. À l'heure où des formations de l'opposition commencent à réclamer une dissolution similaire, les frères musulmans tunisiens craignent la contagion. Ils sont descendus le week-end dernier à avenue Habib Bourguiba, en plein centre de la capitale, pour dénoncer la confiscation d'un processus démocratique. S'il y aura une dissolution pareille ou bien une réaction pareille, ça sera le vide total. Et je ne pense pas que le peuple tunisien peut accepter une chose pareille, parce que nous, maintenant, on vit la vraie démocratie. Et c'est la vraie démocratie en Tunisie. Et tout ce monde qui parle et qui dit qu'il y a que la démocratie en Tunisie, elle n'est pas respectée, c'est des menteurs. Ennahda marque sa différence en s'appuyant sur le projet de constitution en cours d'élaboration. On a fait beaucoup du travail avec les experts, avec la société civile, avec tous les partis et les groupes parlementaires. Tout le monde est représenté dans les commissions parlementaires. Donc on ne peut pas faire une constitution pour un ou pour une coalition de troïka. C'est une constitution pour tous les Tunisiens. Après 2 ans de travail, le premier débat général sur le projet de constitution s'est achevé lundi avec la persistance de nombreux désaccords. Soulignant les difficultés qu'il y aura à les surmonter, le parti Nida Tunis avance une nouvelle proposition. Nous appelons un gouvernement de salut public qui soit le résultat d'un consensus national. Et ce gouvernement, il sera chargé d'appliquer une feuille de route sur laquelle tout le monde s'entend, dans laquelle il y a en premier lieu la date des élections. Quelle que soit la tournure des événements en Égypte, les Tunisiens devront en tout cas en tirer les leçons. En Espagne, le Premier ministre Mariano Rajoy refuse de démissionner. Il fait plutôt vœu de remplir son mandat malgré l'incarcération de l'ex-trésorier du parti, Luis Bárcenas, qui a apporté des témoignages supplémentaires sur les accusations de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Un malaise bien caché. Le Premier ministre espagnol continue d'assumer ses obligations. Pourtant, Mariano Rajoy est sur la sellette. Des révélations enlisent sa formation, le Parti populaire. Corruption, double salaire, des techniques pour contourner la loi de financement des partis. Des arguments pour l'opposition socialiste. Elle exige la démission du chef du gouvernement. Pas question pour Mariano Rajoy. Je vais défendre la stabilité politique. Je vais remplir le mandat que m'a donné le peuple espagnol. Et si d'autres veulent jouer pour une raison ou une autre, c'est leur problème. L'information vient de cet homme, Luis Bárcenas. L'ancien trésorier du Parti populaire dévoile devant la justice près de 20 ans de comptabilité. L'affaire éclate dans la presse en janvier et ces derniers jours, elle se précise. Des documents manuscrits détaillent l'ampleur des versements, une comptabilité obscure connue par le Premier ministre. Il aurait même demandé à Luis Bárcenas par SMS de garder le silence. Des révélations qui scandalisent la gauche espagnole. Il a reconnu la véracité de tous les documents de la comptabilité des notes dites de Bárcenas. Il a reconnu en être l'auteur. Il parle d'une orgie d'argent sale dans le financement du Parti populaire pendant qu'il était trésorier. Mariano Rajoy aurait touché plus de 25 000 € par an entre 1997 et 2008. Des détournements de fonds révélés en pleine crise économique.
De quoi attiser la colère des Espagnols. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain, même heure, même chaîne.